Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais tout d'abord remercier l'ensemble des équipes de la HEG pour à la fois leur accueil, leur invitation et l'organisation de cet énorme événement. Je me doute que c'est un gros travail. Je vous propose une intervention qui propose un peu un pas de côté par rapport aux choses qui ont pu être abordées aujourd'hui. Euh, pour expliquer ça, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Benoît Epron, je suis maître de conférence à l'ENSIB, c'est l'école des bibliothécaires, on va dire, pour résumer, en France. Et moi, je vous propose aujourd'hui une intervention sur la notion de bibliothèque en concurrence. Alors, je vais plutôt parler d'économie et de bibliothèque de lecture publique pour essayer de cadrer un petit peu mon intervention. Plus précisément, je vais vous parler des bibliothèques dans l'écosystème numérique des industries culturelles. Donc, industrie culturelle, je ne vais pas redéfinir ce que c'est. Je vais y revenir, vous allez assez vite comprendre si vous n'êtes pas familier avec ce terme. Et écosystème numérique, c'est l'ensemble des éléments qui définissent un modèle économique, c'est-à-dire à la fois un certain nombre de contraintes financières, économiques, juridiques et autres. Alors, je vous propose une intervention en 3 temps. Un premier temps qui est de revenir un peu sur cette notion de bibliothèque hors marché. Je vais préciser d'où je prends ce terme, pour ensuite montrer dans quelle mesure aujourd'hui le modèle de la bibliothèque est rattrapé par celui des industries culturelles. Et enfin, conclure par des pistes. Quels sont les avantages concurrentiels que la bibliothèque a et qu'elle peut mettre en avant pour maintenir sa position un peu particulière. Donc, je vais volontairement utiliser des termes très marketing, économique. C'est ma déformation professionnelle de départ et surtout, je pense que c'est intéressant de bousculer ce genre de choses. J'ai souvenir d'avoir été interpellé assez fermement à mon arrivée à l'ENSIB il y a une dizaine d'années parce que je parlais de clients et pas d'usagers, mais je persiste à penser quand même qu'il faut garder certains de ces termes en tête. Donc, la première chose, c'est la bibliothèque hors marché. Alors, c'est assez une citation de Dominique Lahari dans un article dans le BBF de 2012 qui dit « Concurrence, qu'ont donc à faire les bibliothèques avec ce concept cardinal de la société marchande, elles qui sont précisément hors marché ?» Alors, c'est un article intéressant parce que Dominique Lahari, je pense qu'une partie du public sait qui il est. Il commence son article justement en disant que les bibliothèques n'ont rien à voir avec les marchés et ensuite il déroule tout un argumentaire pour dire en quoi les bibliothèques ont à voir avec le marché. Et pour expliquer son propre raisonnement tout au long de sa carrière, pour voir comment est-ce qu'il avait fait ce chemin, il appelle ça son chemin de Damas, pour aboutir à ça. Un des éléments de conclusion qu'il propose, c'est la notion de politique publique. Et je trouve que c'est un terme qu'il faut garder à l'esprit. La particularité des bibliothèques dans leur positionnement par rapport au marché, c'est le fait qu'elles ont ou qu'elles déploient une forme de politique publique. La deuxième citation, alors je vais parler sous contrôle d'un des co-auteurs qui est dans la salle. Donc c'est tiré d'un ouvrage qui est paru en 2005 d'Alain Jackson et d'Alexis Rivier, qui est dans la salle donc. Et qui, il y a une sous-partie qui s'appelle les bibliothèques en concurrence. Donc c'est les bibliothèques en concurrence, pas la bibliothèque en concurrence. Et cette citation dit ce fait, donc c'est le fait que l'indexation par les moteurs de recherche de tous les contenus du web se fasse sans distinction de provenance, alors que on est en 2005, c'est une période où les bibliothèques se voient demander sans cesse des moteurs de recherche à la Google, et non pas des interfaces comme on avait l'habitude de les faire, et donc se confrontent de fait à un concurrent qui est le web au sens large. Donc ce fait est d'importance. Il ne s'agit plus seulement d'évolution ou d'adaptation, comme lors de la première phase d'informatisation des bibliothèques. En effet, les bibliothèques ont été confrontées au numérique avant le web. Et il existait, je le rappelle assez régulièrement à mes étudiants, il existait de l'informatique avant le web. On a eu des ordinateurs avant d'avoir Internet, et on avait également, ça marchait déjà. Elles sont désormais en concurrence directe avec d'autres acteurs sur leur propre terrain, la recherche et l'accès aux ressources informationnelles. Donc il me semble qu'il y a deux éléments intéressants dans cette citation. D'une part, la notion de concurrence qui est affirmée, et d'autre part, la définition du terrain des bibliothèques comme étant celui de la recherche et de l'accès aux ressources informationnelles. Ça me semble intéressant de repositionner ça parce qu'en 2005, la concurrence est clairement là. On a vu hier et lundi qu'il y a d'autres éléments aujourd'hui qui font partie du panel de l'offre des bibliothèques,
des espaces, des services, des cafés, des poufs et de tas d'éléments divers et variés. Alors, hors marché, oui, mais pas hors économie. En fait, les bibliothèques, ce n'est pas un non-acteur économique. C'est un acteur qui pèse. En 2016, il y a une étude sur les bibliothèques australiennes. En 2016, qui chiffrait les dépenses de ces bibliothèques à 1,18 milliard de dollars. En France, en 2015, les achats en bibliothèque, c'est 7,9 millions de volumes achetés. En Suisse, en 2016, d'après l'Office fédéral de la statistique, alors j'ai compris après quelques discussions avec des bibliothécaires suisses que les données de l'Office fédéral de la statistique devaient être relativisées dans leur précision, donc voilà, mais c'est une source que je vous donne. Donc 16 millions de francs suisses pour l'acquisition de documents par les bibliothèques des villes de plus de 10 000 habitants. Et en 2003, il y avait une étude de l'OCLC qui chiffrait au niveau mondial à 31 milliards de dollars les dépenses annuelles des bibliothèques. Donc, ce n'est pas un acteur hors économie du tout. Il y a certains secteurs éditoriaux, par exemple, pour lesquels les bibliothèques constituent un pilier ou un élément fondamental de leur activité. La poésie, le théâtre, un certain nombre de genres qui, hors bibliothèque, ont quand même beaucoup de mal à trouver leur place. Il y a un dernier élément qui me fait dire que les bibliothèques ne sont pas hors économie, c'est le droit de prêt en bibliothèque. Alors, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre en France, mais également en Suisse. Ce qui est intéressant dans le droit de prêt en bibliothèque, donc tout le monde voit à peu près ce que c'est que le droit de prêt en bibliothèque, c'est en France, c'est le fait que l'État abonde un montant qui est, à chaque fois qu'un ouvrage est présent dans une bibliothèque, acheté par une bibliothèque, l'État finance un fonds qui est ensuite reversé aux éditeurs au titre du droit de prêt en bibliothèque. Ce n'est pas le mécanisme qui m'intéresse, c'est la logique qui est sous-jacente. Ça revient à dire le fait de prêter un livre en bibliothèque entraîne une non-vente qu'il faut compenser d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas la chiffrer, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même à un moment ou à un autre cette discussion. Et si vous regardez dans toute la presse qui a couvert le débat sur le droit de prêt en bibliothèque en Suisse, la position des auteurs, par exemple, les bibliothèques nous aident beaucoup à diffuser nos œuvres, mais on aimerait aussi qu'à un moment ou à un autre, ça soit pris en compte dans l'ensemble du modèle économique. Ça veut bien dire que les bibliothèques sont un acteur de l'économie, notamment de l'économie de l'édition. Alors, deuxième partie, cette problématique de rapprochement des modèles. On pourrait se dire, bon, ok, tout ça, jusqu'ici, on savait à peu près comment ça fonctionnait. Ça, c'est pas nouveau réellement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une évolution de l'ensemble de l'écosystème, et notamment de l'écosystème des industries culturelles, avec un rapprochement des modèles. Le premier élément, c'est le fait que le modèle de la bibliothèque, si on schématise à outrance, c'est un accès forfaitaire à une large collection de ressources documentaires. Alors que l'accès à la bibliothèque soit payant ou gratuit, on pourrait rentrer dans ce genre de détails, mais de toute façon, si c'est gratuit, il y a un moment ou un autre, il y a un financement par l'impôt ou la finance publique. Si c'est payant, on sait bien que de toute façon, c'est un paiement qui constitue en rien un équilibre par rapport au coût de fonctionnement de la bibliothèque. Alors, il y a des tas de choses. C'est le même débat à peu près que sur les transports publics. Voilà, on sait que ce n'est pas votre ticket de métro qui paye l'infrastructure du métro. Mais en même temps, si on ne vous fait pas payer, est-ce que ça change votre rapport, etc. Il y a des tas de... Bon, bref. Jusqu'à présent, la bibliothèque était un peu un des rares acteurs à proposer ce genre de modèle. On avait donc une situation où on avait des industries culturelles, un modèle qui était « j'achète quelque chose, j'ai une transaction commerciale et j'ai un objet en retour », que ça soit l'accès à une place de cinéma ou acheter un livre, on s'en fiche, c'est la même chose. C'est je paye une fois, j'accède et je possède ou je consomme une fois. Et les bibliothèques à côté qui extrayaient un certain nombre d'objets de ce modèle-là, de ces modèles-là, pour les proposer selon un autre modèle qui était l'accès forfaitaire. Ce qui s'est passé, c'est que les bibliothèques n'ont pas bougé. Alors, on peut je vais tourner ma phrase autrement. Les bibliothèques ont su conserver leur modèle. Par contre, les industries culturelles, elles, ont fait bouger leur modèle. On arrive aujourd'hui à une situation où le poids des modèles d'abonnement devient extrêmement conséquent. Dans le domaine de la musique, c'est clairement un changement extrêmement important du modèle économique. Dans le modèle de l'audiovisuel également, des acteurs comme Netflix changent le modèle, et on le voit bien en France en tout cas, avec les circuits de financement, par exemple, de la production de films de cinéma, où les équilibres qui existaient jusqu'à présent sont questionnés. Dans le domaine de la musique, alors j'ai mis Deezer quand même, parce qu'à chaque fois on met Spotify, mais il existe d'autres acteurs,
et donc j'en profite pour rappeler qu'il existe d'autres acteurs. Si vous voulez accéder à des livres, jusqu'à présent, on se disait, votre carte de bibliothèque, pareil, paiement forfaitaire, accès par abonnement à un certain nombre de ressources. Et dans le domaine du livre, pendant longtemps, la bibliothèque a été assez tranquille de ce côté-là. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas parce que Amazon, au hasard, quelques autres ont tenté l'aventure, propose exactement la même chose. 9,99 par mois, accès à une collection d'ouvrages. C'est un paiement forfaitaire déconnecté de l'usage réel et vous consommez des ouvrages sur votre Kindle directement sans problème. Cette notion de concurrence, elle est présente. À chaque fois, à partir du moment où on a des offres qui deviennent des modèles d'abonnement, alors il y a une concurrence avec le modèle traditionnel de la bibliothèque. Il y a un deuxième élément qui participe à ça, c'est cette notion d'exhaustivité. Alors Dominique Lahari, dans l'article que je vous citais au tout début, caractérise le modèle de la bibliothèque et un de ses avantages concurrentiels au travers de cette notion d'exhaustivité. Alors évidemment, c'est un grand terme, il n'y a jamais d'exhaustivité en bibliothèque, mais il y a une forme de vouloir tendre vers, ou en tout cas de donner une vision qui serait une forme de quelque chose approchant de l'exhaustivité. Encore une fois, là-dessus, la concurrence est réelle. Ma carte de bibliothèque à la bibliothèque municipale de Lyon, pour les 16 bibliothèques, c'est-à-dire si je suis prêt à aller d'un bout à l'autre de Lyon, ce qui n'est pas facile, je vous le confirme, pour trouver le livre qui m'intéresse, me propose 800 000 ouvrages. Mon abonnement Kindle Unlimited m'en propose 1 million si je lis l'anglais. Deezer me propose 53 millions de titres de musique. Netflix me propose 1800 films et je n'ai pas trouvé la donnée sur le nombre de séries. Mais on le voit bien. Je veux dire, si vous êtes abonné à Netflix, vous le savez bien. Mon expérience de la consommation de Netflix, c'est que j'ouvre Netflix et quand même une bonne partie de ma soirée consiste à choisir ce que je vais regarder. Et donc je navigue et à la fin je me dis c'est l'heure d'aller se coucher et puis voilà. En fait, c'est juste que l'interface fait que je ne sais pas quoi regarder parce que tout est au même niveau, parce que c'est des problématiques de catalogage qu'on connaît assez bien. Ce qui se passe aujourd'hui, donc, c'est que cette notion d'exhaustivité, elle n'est plus l'apanage de la bibliothèque. Alors, je vous ai trouvé une petite illustration. Donc, c'est une mère qui explique, j'imagine, à sa fille qu'elle a, elle aussi, un dispositif sans fil qui lui donne accès à des milliers de livres et de films, et qui est encore plus petit que son smartphone, qui est la carte de la bibliothèque. Cette illustration, elle me plaît bien parce qu'elle pose vraiment une concurrence. C'est entre ma carte de bibliothèque et mon smartphone, il y a une concurrence. Et si vous avez des enfants, c'est quelque chose que vous connaissez. Enfin, j'ai des enfants et c'est quelque chose que je connais. Alors, c'est peut-être que mes enfants, hein, mais le fait est que entre sortir, aller à la bibliothèque, choisir des ouvrages, des BD ou tout ce qu'on veut, et lancer l'iPad et regarder ce qu'il y a sur YouTube, il y a une petite concurrence quand même. Il faut à un moment dire « allez, on y va ». C'est en retard, il faut ramener ce qui est en retard. Donc cette concurrence-là, elle est réelle. Elle est réelle parce que j'ai accès. J'ai accès à d'autres choses, à d'autres dispositifs qui me proposent des contenus. Le dernier point de ce rapprochement et de cette évolution des modèles, c'est comment dire ça ? Jusqu'à présent, le modèle de la bibliothèque était considéré, on va dire, comme une version dégradée de l'achat. D'accord ? C'était « Ok, je ne paye pas, mais ce n'est pas à moi ». Et donc, dans la concurrence entre les deux modèles, il y en avait un qui souffrait un petit peu ou qui avait un petit désavantage, c'était « je ne possède pas, je ne peux pas garder pendant 10 ans ce que j'ai emprunté à la bibliothèque ». Voilà. En fait, ce n'est plus un problème. Alors, on peut s'en réjouir, mais pour les bibliothèques, c'est quelque chose qui change un peu la donne. Parce que aujourd'hui, alors je reprends évidemment le terme du bouquin de Jeremy Rifkin, c'est l'âge de l'accès. Alors, je vous ai mis une collection de couvertures de cet ouvrage que vous connaissez tous. Dit autrement, vous remarquerez au passage, j'aime beaucoup cette collection parce que vous avez 4 éditions, donc 2 françaises, 2 anglaises du même ouvrage, et vous regarderez les sous-titres qui sont proposés sur chacun des ouvrages. Donc, pour la traduction française parue chez Boréal, c'est « Survivre à l'hypercapitalisme ». On sent que déjà, il y a une petite angoisse quand même qui est présente. La découverte est plus neutre, c'est la nouvelle culture du capitalisme.
Et alors, les sous-titres américains, enfin, voilà, c'est une pratique éditoriale de faire des sous-titres qui sont un peu longs, mais on sent que c'est plutôt... On veut bien voir à quoi ça va ressembler, cette nouvelle culture de l'hypercapitalisme. Voilà, apparemment, Boréal est plus mesuré, en tout cas circonspect, en tout cas, sur cette évolution-là. Ce que je veux dire, c'est que cet âge de l'accès, ce qui change, c'est le fait que ne pas posséder, ben, c'est pas grave. Aujourd'hui, si j'observe le succès des plateformes qui me donnent accès à de la musique comme Spotify ou Deezer, j'en conclus que ne pas posséder, ben, c'est pas grave. À la fin, j'aurais arrêté mon abonnement et il ne reste rien. Et en fait, c'est pas grave. Alors, pour des tas de raisons. Parce que j'habite dans un studio de 18 mètres carrés dans Paris qui me coûte une fortune. Et donc, stocker des CD, ben, c'est pas possible. Ou c'est pas grave parce que, ben, de toute façon, c'est quelque chose que j'avais pas envie de léguer. Je sais pas si vous vous souvenez de cette... il y avait eu un épisode il y a quelques années qui était une fausse information. À l'époque, je ne crois pas qu'on disait encore fake news. C'était le fait que Bruce Willis avait écrit à Apple pour dire « J'aimerais bien léguer tous les titres que j'ai achetés sur iTunes Music Store à ma fille, à mon décès, comment faire ?» Et Apple, alors c'est une fausse info, mais Apple aurait répondu en disant « Bah non, parce que si vous avez lu les CGU, en fait, ces contenus sont non cessibles et non transmissibles. » C'était une bête question, mais qui, en fait, disait il n'y a pas de bibliothèque personnelle à léguer, je ne lèguerai pas, je ne transmettrai pas, je ne donnerai pas, ce genre de choses. Dans le domaine de la musique, apparemment, ça n'a pas posé de problème. Dans le monde du film ou de l'audiovisuel non plus. Dans le domaine du livre, on a vu cette question émerger d'une façon un petit peu plus prégnante, et notamment le succès, enfin le fait que de nouvelles formes de DRM pour concurrencer celles d'Adobe se soient mis en place, et notamment la DRM LCP, qui inclut des possibilités de prêt, ou en tout cas de faire circuler des ouvrages qu'on a achetés, à mon avis, est symptomatique du rapport un peu différent qu'on a aux livres par rapport aux contenus musicaux. Donc, ne pas posséder, c'est pas grave. Et aujourd'hui, l'ensemble des industries culturelles ne visent pas à nous vendre quelque chose, ils nous donnent accès, et on est clairement dans ce modèle-là. Alors, dernière partie, quelques pistes pour les bibliothèques, parce qu'il faut quand même finir sur une note positive et enthousiaste. En plus, il y a sûrement des bibliothécaires dans la salle, donc gardons le sourire et l'espoir. Alors, le premier point, c'est la mémoire. Il me semble que c'est une question qui a affleuré quand même à plusieurs reprises pendant ces derniers jours. On a parlé de préservation des données de la recherche dans une dimension un peu patrimoniale. Cette question de la mémoire, de construire une mémoire, on sent bien qu'aujourd'hui, c'est une démarche qui doit être active. On ne peut pas juste poser quelque part et se dire c'est là au cas où. Il faut que ça soit une démarche active. Et là-dessus, les bibliothèques jouent un rôle. Que ça soit en construisant un archivage du web, comme le fait la BNF pour le web français, que ça soit en donnant accès, donc ça c'est l'interface d'exploration des bases images que numérise la New York Public Library. Donc vous ne le voyez pas ici, mais je vous encourage à essayer à aller voir sur leur site. Ils proposent vraiment des interfaces innovantes et ils numérisent des quantités énormes de contenu qu'ils mettent à disposition, et on le voit bien, que ce soit du côté musée, du côté archive, cette construction petit à petit d'un corpus de ressources du domaine public pour les mettre à disposition des usagers, alors que ça soit par curiosité, mais New York Public Library travaille beaucoup avec des gens qui font de l'exploration de données dans les archives de la bibliothèque pour construire des éléments sur l'histoire de la ville ou tout autre. Ou en s'investissant dans la valorisation et la préservation du patrimoine. Là, je vous ai mis une capture donc, de Charles Ferdinand Ramu qui est rentré dans le domaine public. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que les bibliothèques ont investi ? Dans ma bibliothèque, ma bibliothèque ne valorise pas, par exemple, les contenus qui sont dans le domaine public. Elle me dit, non, mais vous pouvez y aller tout seul. Je dis, ouais, mais il me semble que vous avez quand même un rôle à jouer dans le fait de valoriser et de diffuser ce type de contenu. Deuxième élément, alors j'aime beaucoup cette image, donc elle date de quelque temps après l'élection de Trump aux États-Unis. C'est au-delà de la mémoire, c'est la question de l'anonymat et de la vie privée. Il y a une citation de Richard Stallman. Tout le monde voit qui est Richard Stallman, un grand monsieur de l'Open, voilà, pour mettre les choses
très gourou, beaucoup de cheveux, une grande barbe, très voilà. Et il a été dans une interview où on lui posait la question du livre numérique. Il a répondu qu'il achèterait un livre numérique le jour où il pourrait l'acheter en liquide dans une librairie. C'est assez intéressant parce que pour lui, ça veut dire il n'est pas possible qu'un élément aussi sensible pour lui que ce que je lis soit à un moment ou à un autre enregistré. Alors, l'histoire ne lui donne pas forcément tort. Je veux dire, si on regarde le rapport de grands événements historiques avec le livre, on sent bien qu'il n'a pas complètement tort. Il y a un endroit dans lequel aujourd'hui je peux accéder à des contenus sans que personne ne me demande absolument rien, c'est la bibliothèque. Je peux rentrer dans une bibliothèque, n'importe laquelle, je rentre, je lis ce que je veux, je repars, personne ne sait qui je suis, ce que j'ai regardé, il n'y a aucune trace. C'est quand même devenu rare. Il y a peu d'activités aujourd'hui que je peux pratiquer et qui ne laissent aucune trace. Donc c'est quelque chose qui a été beaucoup développé par les bibliothécaires américains suite notamment à l'élection de Trump, avec des manifestations et des revendications assez fortes, des campagnes de sensibilisation. Donc ça, c'est une affiche de l'ALA qui encourage les bibliothèques à investir le terrain de la vie privée. En France, on a également des démarches autour de ça, l'organisation de crypto-parties, des choses comme ça, pour sensibiliser, pour dire, vous êtes à la bibliothèque anonyme, et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer, parce que, mine de rien, on aimerait bien, en tout cas, moi, j'aimerais bien, en tant que chercheur, traiter toutes les données de près de la bibliothèque municipale de Lyon. Ça serait génial. Tel arrondissement emprunte plutôt tel livre, plutôt à telle heure. Il y a des tas de choses que j'aimerais faire, et en même temps, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on est tous prêts à rendre public nos listes de lecture en allant jusqu'à l'organisation, donc ça c'est une grande campagne qui a lieu dans les bibliothèques américaines qui s'appelle Choose Privacy, qui encourage à de bonnes pratiques pour protéger sa vie privée dans notamment l'accès à la culture et aux écrits. Il faut que j'accélère, je vois le temps. Troisième point, c'est les interfaces et l'expérience. Donc là, je vous ai mis une capture, c'est une présentation de l'application proposée par la New York Public Library pour accéder à son offre de e-book, que je trouve vraiment génial. Si vous avez l'occasion, vous allez à New York, vous sortez votre smartphone, vous êtes dans le métro, il y a un réseau Wi-Fi qui s'appelle Public Library, vous vous connectez, ça télécharge l'application et 2 minutes après, vous pouvez lire un bouquin libre de droit, parce que vous n'êtes pas identifié, mais ça marche. À l'ENSIB, il y a quelques années, on avait fait une conférence et il y a quelqu'un d'une maison d'édition qui était venu, qui avait fait une présentation et qui disait le gros problème que j'ai avec Amazon, parce que le gros problème des éditeurs aujourd'hui, c'est Amazon, c'est que je clique et hop, ça marche. Le titre de sa présentation, c'était « Je clique et hop, ça marche ». Ben ouais, avec Amazon, je clique et hop, ça marche. J'ai même plus besoin de cliquer. Je veux dire, si vous avez renseigné tous vos éléments de carte bancaire, Amazon vous dit non, mais vous embêtez pas à acheter tous les mois, toutes les semaines tel produit ménager. Je vous le commande tout seul parce que je sais. Vous embêtez pas. C'est vrai, je clique et hop, ça marche. Et 48 heures après, je l'ai. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose sur lequel il me semble que les bibliothèques doivent investir. Parce qu'elles ont la liberté de proposer des interfaces et des éléments intéressants. Ça, c'est une capture très rapide prise d'une photo. Donc, c'est une photo prise à Doc One. Donc, c'est une bibliothèque à Aarhus au Danemark. Donc, vous avez en tête d'étagère un écran qui vous permet de trier les livres et notamment qui rend visible les bouquins qui ne sont pas sur l'étagère. Ça vous permet d'explorer le contenu de l'étagère en disant, au lieu de voir que les livres qui ne sont jamais empruntés, c'est-à-dire ceux qui intéressent personne, vous voyez les autres. Ça, c'est une interface qui s'appelle Manivelle, qui est développée à BNQ à Montréal et qui vous propose d'explorer. Mais vraiment, l'objectif, c'est vraiment une sérendipité. C'est je me promène dans les collections d'ouvrages numériques qui sont proposés par prénumérique.ca, par thématique, avec des bulles. C'est très visuel et tactile. On explore ça. Et le dernier exemple, c'est un projet d'interface en réalité augmentée pour se promener dans les rayons de la bibliothèque et pour un peu avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que j'ai à la fois des données ajoutées qui viennent du catalogue et en même temps, je peux me promener et tomber par hasard sur quelque chose. Le dernier point, très rapidement, c'est les offres alternatives. Ça, c'est une capture d'une infographie faite par une association qui questionne un peu le modèle notamment, et vous avez régulièrement des artistes qui disent que Spotify quand même leur verse pas grand-chose. C'est un terrain sur lequel, à mon avis, les bibliothèques peuvent investir. Ça, c'est une capture du stand qui est dans la bibliothèque municipale de La Part-Dieu et qui donne accès à une offre qui s'appelle Indé Touch. Donc, c'est une maison, enfin un label musical
indépendant et qui base toute sa communication et sa démarche sur une rémunération juste et équitable des artistes. Pour conclure et résumer ces pistes, d'une part la mémoire, le fait que les bibliothèques s'investissent de façon active dans la préservation d'une forme de mémoire numérique. Vous savez, c'est l'exemple qu'on donne toujours, c'est qu'il est plus facile de retrouver aujourd'hui un ouvrage du début du XXe siècle que de retrouver un site web qui est paru en 1995. C'est quelque chose qui, à mon avis, sur lequel les bibliothèques peuvent apporter une valeur ajoutée. L'anonymat et la vie privée également. Le fait de dire la bibliothèque vous propose un avantage concurrentiel, c'est on ne veut pas savoir ce que vous regardez parce que notre modèle économique n'est pas construit là-dessus. C'est de mon point de vue un point clé. Les interfaces et l'expérience, ça c'est un projet qui a été développé en Allemagne qui s'appelle Bohemian Bookshelf, qui vise à dire on pourrait ranger les livres autrement et on va vous proposer 10 organisations différentes via une interface tactile et vous choisissez celle qui vous plaît. Et des offres alternatives au travers de promotions, de producteurs de contenu qui ont dans leur modèle un certain nombre de valeurs auxquelles la bibliothèque peut adhérer. Je vous remercie de votre attention et je vous demande de m'excuser pour avoir dépassé un peu le délai. Merci Benoît. On a le temps pour une ou deux questions, si vous en avez. Merci. Faut que je reste là. Du coup, merci pour cette présentation. Est-ce que tu penses que du coup, la bibliothèque troisième lieu, elle peut jouer un rôle justement pour différencier les bibliothèques de toute l'offre existante, peut-être en offrant un environnement qui est positif, dans lequel on a envie d'aller ou... Alors, c'est un aspect sur lequel, merci pour cette question, c'est un aspect sur lequel on travaille dans le cadre d'un projet de recherche avec une équipe suédoise et une équipe danoise sur les activités en bibliothèque. Donc ça se développe énormément, des activités, des Fab Labs, ce que vous voulez imaginer, des makerspace et autres. Moi, ce qui me pose question, c'est le fait que quelle est la valeur ajoutée de la bibliothèque. Notre projet, en fait, pour être plus précis, c'est quel est le lien entre les activités et les collections des bibliothèques. Aujourd'hui, il n'y en a absolument pas. C'est-à-dire que, voilà. Dit autrement, si le concept de troisième lieu consiste à offrir du café à un pouf, je pense qu'il faut poser la question parce que est-ce que je préfère aller dans une bibliothèque qui m'offre un café ou est-ce je préfère aller dans un café qui m'offre un pouf? Parce que les deux marchent, quoi. Je veux dire, j'ai du Wi-Fi, les deux sont valables. Donc, quelle est la valeur ajoutée de la bibliothèque et, au-delà de ça, du bibliothécaire? Parce qu'en France, ce que j'ai coutume de dire là-dessus, c'est de dire, si c'est juste faire des activités, on a des MJC. Alors, vous savez pas, tout le monde ne sait pas ce que c'est les maisons des jeunes et de la culture. Je crois que ça n'existe plus d'ailleurs, c'était un truc qui datait de quand j'étais jeune. Voilà. Voilà. Mais c'est quelque chose ça marche, quoi. Je veux dire, si je veux organiser un atelier avec une imprimante 3D, je peux le faire dans une MJC en France ou dans une maison de quartier. Je n'ai pas besoin de payer une bibliothèque. C'est un élément que j'avais prévu, que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Je veux dire, les bibliothèques, elles sont en concurrence avec d'autres services publics. Si moi, je suis maire d'une ville et je dis, au lieu de construire une bibliothèque dans laquelle il n'y a que des salles de conférence, pourquoi je ne construis pas une salle de spectacle ou une salle multi-activité ou ce que vous voulez? Voilà, ça marche aussi. Donc, je pense que c'est intéressant, le troisième lieu, à partir du moment où on est clair sur qu'est-ce que la bibliothèque apporte de plus. Si c'est juste du café à un pouf, moi j'ai des doutes. Mais je ne dis pas qu'il faut enlever les poufs et le café. Il faut les laisser, mais il faut proposer autre chose en plus, quoi. Déjà, merci de m'avoir cité, surtout dans un livre de plus de 10 ans. Quand même. Merci. Et puis, je suis d'accord avec vos propositions. Peut-être qu'un élément assez évident, c'est qui fait encore la différence pour les bibliothèques, c'est simplement le fait de pouvoir obtenir des livres papier encore. Puisqu'on voit bien encore que
des usagers se prononcent préférentiellement pour ce type d'usage, contrairement à ce que j'aurais pu penser, où je me disais que le contenu étant évidemment le même en numérique et sur physique, que finalement le numérique allait prendre le pas. Enfin, c'est une éternelle question qu'on se pose encore. Mais voilà, en tout cas, cette remarque que je voulais faire. Merci. Je vais juste. Je pense que je ne sais pas s'il existe quelque part. Si je suis preneur de l'information après. Le fait qu'on a aujourd'hui des modèles économiques pour l'édition qui se développent autour de l'impression à la demande. C'est quelque chose qui se déploie notamment dans les presses universitaires qui ont des tirages extrêmement faibles et donc on dit que c'est quand même plus intéressant de faire de l'impression à la demande. Je sais que des librairies, la Fnac par exemple en France, avait pendant un temps tenté une offre à base d'imprimantes pour des bouquins imprimés à la demande. À ma connaissance, ça n'existe pas en bibliothèque. Voilà, si vous pouvez me dire le contraire, je suis preneur d'informations.